Voilà, merci beaucoup, chères organisatrices, chers organisateurs. Donc, pour traiter de ce sujet qui concerne un peu le numérique, je n'utiliserai pas de PowerPoint, hein, n'y voyez ni rejet, ni paradoxe, mais plutôt une histoire de commodité. En proposant aux organisateurs des États généraux, voici déjà 2 ans de traité du devenir des études québécoises à l'étranger, dans le contexte stimulant, parfois déstabilisant de la mondialisation, de l'essor du numérique. Je ne me doutais guère que d'autres événements allaient intervenir et me faire un peu revoir le sujet que j'avais prévu de traiter. J'ai fait un peu la même démarche finalement que Alessandra Ferraro tout à l'heure, en me basant sur les enseignements que l'on connaissait déjà sur les études québécoises, le colloque très complet sur la diplomatie publique et culturelle organisé voici presque une décennie par la IEQ, et les articles et ouvrages faisant des bilans des études québécoises de Hans-Joseph Niederhe, Fernand Harvey et bien sûr Daniel Chartier. Bilan et perspective, ça pouvait être mon approche, mais je voulais aussi, avec ce contexte de la pandémie, vous parler de la manière dont l'enjeu prioritaire qu'a amené cet événement mondial et décisif et qui a touché aussi notre monde de la recherche, de la manière dont on a dû y faire face à la IEQ pour maintenir en activité et assurer l'avenir d'un réseau de centres de recherche et d'activités scientifiques et culturelles organisées, vous l'avez entendu, sur 5 continents, autour des études québécoises, alors que les frontières se refermaient et que les échanges autres que virtuels s'avéraient impossibles. Ceci pour un temps indéterminé, on en sort gentiment, heureusement. Depuis le printemps 2020, la IEQ a en effet dû adapter ses activités principales à ce défi de taille. Elle l'a fait et continue de le faire en investissant autant que ses moyens lui permettent, et avec beaucoup de bénévolat et de volonté de bien faire, le terrain des échanges virtuels, des webinaires, des congrès en ligne dans le monde entier, le développement d'une nouvelle chaîne YouTube avec une banque de ressources d'environ 40 capsules vidéo de diverses natures, un dialogue poursuivi avec ses membres par l'intermédiaire de réunions en ligne. Il faut ici remercier vivement la réactivité, le dévouement de l'équipe permanente de l'AIEQ, Chantal Houdet, Suzy Beaulieu, Louise Laplante et les bénévoles qui se sont engagés avec courage et efficacité aux côtés des membres des comités exécutifs, scientifiques et des administratrices et administrateurs de notre association pour maintenir ce réseau en temps de crise. La pandémie et ses conséquences a pesé et pèse encore sur le devenir des échanges intellectuels internes ou internationaux, même si on note un redémarrage prudent des activités en présence. Alors, pour sortir de ce long virage entamé voici bientôt 2 ans, s'orienter dans un paysage redimensionné par l'essor exponentiel du virtuel, l'AIEQ se doit aussi de réfléchir en profondeur sur ses priorités et sa raison d'être. En témoignent nos débats, la manière dont ils ont été menés jusqu'ici, avec beaucoup de richesse dans ces interventions et beaucoup d'idées. En témoigne aussi à un niveau un peu plus large le récent recueil collectif publié par l'ACFAS sous le titre « Penser l'après-Covid-19 », qui souligne que la crise sanitaire constitue d'abord pour le Québec un moment de refondation. Après m'être chez nous, comme on le dit dans ce recueil, voici venir « Ça va bien aller », mais que plus largement encore, elle entraîne forcément pour le monde scientifique une nécessité de réaffirmer les valeurs qui sont à la base de ses réflexions et de son insertion dans la société. Je vais donc parler d'abord de cette idée de communauté de valeurs à redéfinir et à réaffirmer. Ensuite, revenir sur un moment un peu clé de notre association, d'une crise à l'autre, de la crise particulière à l'AIEQ que l'on a vécu en 2015, au moment où l'association a failli disparaître faute de moyens, jusqu'à la crise plus récente, très générale. Et puis, j'aimerais parler en troisième lieu de l'impact du numérique, la valeur et les limites de celui-ci,
pour terminer sur une interrogation un peu de fond sur les nouveaux récits québécois comme valeur d'échange potentielle pour les études québécoises à l'étranger. Une communauté de valeurs à redéfinir et réaffirmer, puisque entravés dans leurs moyens d'expression habituels, les milieux de la recherche et de la création culturelle que fédère l'AIEQ sont appelés à réaffirmer les valeurs qui motivent leurs membres. D'abord au service du bien commun, par l'intermédiaire d'une démarche de compréhension du Québec dans son rapport au monde, qui se fonde sur l'échange plus que sur le simple rayonnement culturel. Ensuite, par de la toute considération politique, en faveur d'une démarche scientifique qui est fondée sur l'esprit critique et la liberté, une liberté de pensée indépendante de toute pression d'intérêt. On a parlé récemment encore tout à l'heure de cette question des valeurs qui apparaît très importante. Ainsi peut se comprendre cette communauté de valeurs, un grand mot peut-être, mais qui prend son sens, à mon avis, et ses origines dans l'histoire des idées et de la réalité sociale francophone contemporaine. Cette notion de communauté s'apprécie en effet au sens, par exemple, où l'employait Emmanuel Mounier, philosophe existentialiste chrétien, fondateur de la revue Esprit dans les années 30, dont la pensée personnaliste a largement imprégné les intellectuels québécois jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est notamment en dessinant un horizon personnaliste débouchant sur la sortie de la grande noirceur que les rivages élargis de la Révolution tranquille ont pu accueillir les fondations d'une société québécoise dont les valeurs socio-culturelles restent déterminantes pour le Québec contemporain. Dans son ouvrage « Liberté sous conditions » en 1946, Mounier reprenait les idées de penseurs libertaires actifs au siècle précédent dans la société du Jura suisse dont je suis originaire. Alexandre Bakounine, James Guillaume, qui affirmait, je cite, « Matériellement prise, la communauté du peuple n'est pas une communauté politique ou raciale, mais une solidarité de souffrance, d'intérêt, de besoin, d'aspiration. Cette communauté, c'est elle qui ressort toujours sous les déchirements politiques, c'est elle qui unit alors que la politique divise. » Parlons donc de politique en un bref moment, parlons de crise, d'une crise à l'autre et des défis de l'AIEQ dans l'évolution de son réseau dans le monde. Avant le tournant majeur de la pandémie, l'AIEQ a vécu une période de crise précisément politique, qui pourrait être circonstanciée, a néanmoins poussé les réseaux des études québécoises à l'étranger à resserrer le lien de solidarité et à réaffirmer leurs valeurs. Rappelons rapidement les principales leçons d'une crise traversée par notre association autour de l'année 2015. Je ne vais pas détailler ici, car fort heureusement, l'AIEQ a réussi à en sortir, à traverser cette crise principalement par la mobilisation communautaire de son réseau. Des milliers d'intellectuels du Québec et de l'étranger se sont retrouvés pour plaider en sa faveur, convaincre les politiques de poursuivre leur soutien aux activités de l'AIEQ. Aujourd'hui, il apparaît crucial de renouveler, de maintenir ce réseau. On a parlé aussi de le regrouper, réseau dont les effectifs et la répartition se redimensionnent au fur et à mesure des départs à la retraite de bon nombre de ses participants. Et donc, il est vital de trouver une relève qui arrive, heureusement, dans plusieurs cas, pour maintenir ce réseau. Ce d'autant plus que la distribution des centres d'études québécoises n'est pas à l'abri d'un défaut de soutien institutionnel, selon les cas. Et récemment établie par les soins de Chantal Houdet, la carte interactive des études québécoises dans le monde est à ce titre riche d'enseignements. Comparé à d'autres essais de dresser un état des lieux des études québécoises dans le monde, cet outil numérique original permet de constater que malgré les difficultés et les remous rencontrés récemment par l'association, celle-ci connaît une stabilité générale de son réseau, mais ce réseau évolue à plusieurs égards dans sa composition et ses orientations. J'ai essayé de faire un peu une comparaison avec les données qui terminent le volume de Daniel Chartier sur les études québécoises à l'étranger, et c'est intéressant de voir quelques faits significatifs apparaître. Une stabilité générale, c'est sûr, un léger déclin à peine perceptible, au total 4 pays et une vingtaine de lieux en moins.
Une arrivée timide des études québécoises, mais importante sur le continent africain par le Maghreb, une poussée importante des études québécoises au Canada, avec un report des études canadiennes touchées par la suppression en 2012 vers les études dites québécoises. Et là aussi, il faut bien noter cette combinaison qui demeure dans plusieurs centres très actifs aujourd'hui. Et puis une stabilité, voire un renforcement en Europe, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, avec un petit déclin en France, peut-être aussi la fin des études canadiennes, et un déplacement du centre européen depuis le nord vers le centre-sud-est de ce continent. Un déclin tout de même assez marqué aux États-Unis et en Amérique latine, et en Asie, un déclin un peu plus léger avec de nouvelles polarités qui s'animent dans ce continent d'avenir. Enfin, sur le plan des champs prioritaires, l'évolution révèle que si la littérature demeure le pôle le plus important dans les études québécoises à l'étranger, il y a un découplage progressif entre les pôles d'études québécoises et le champ littéraire traditionnel, représenté par les centres d'études littéraires ou linguistiques. On note inversement un renforcement du lien entre études québécoises et francophones qui semble prendre le relais et dont on a déjà parlé. Alors venons-en à l'impact du numérique, aux valeurs et limites de ce phénomène, car cette carte interactive représente d'abord un moyen numérique efficace pour visualiser, réfléchir et imaginer de nouvelles polarités, des regroupements, des connexions possibles des études québécoises de par le monde. C'est l'expansion rhizomatique de l'AIEQ qui permet à tous ses membres de multiplier les réseautages possibles. Elle nous amène aussi à considérer l'impact de ce numérique en termes de valeurs et de limites, car d'autres outils numériques peuvent influer sur l'optimalisation des connexions entre les membres de l'AIEQ. Ainsi, utilisés à bon escient, et c'est le cas, les réseaux sociaux de la recherche peuvent aider à communiquer et développer les contacts à un rythme plus rapide que celui des habituels canaux de transmission que représentent traditionnellement les revues et les colloques dans le monde scientifique. Certains utilisateurs relèvent aussi l'entraide que permet l'activation de ces réseaux virtuels dans l'entretien d'un véritable esprit communautaire, alors que le monde de la recherche a souvent tendance à s'orienter vers un individualisme où rivalité et concurrence riment facilement avec solitude ou isolement. C'est un risque accru que l'on a vu bien se noter dans le contexte pandémique. Dans le meilleur des cas, le réseautage scientifique peut donc déboucher sur des formes actives d'entraide, et c'est ce qu'a souligné un jeune chercheur de l'Université Laval, Michel Lacasse, spécialiste de l'utilisation des nouveaux outils numériques en politique éducative, qui lui aussi cite un penseur anarchiste du 19e siècle, Kropotkin, promoteur de cette idée d'entraide comme facteur déterminant du progrès de la réflexion scientifique. Il serait cependant exagéré de tomber dans une vision trop idéalisée de l'apport des outils numériques en matière de réseautage, de redéfinition des choix et méthodologies d'analyse documentaire ou encore d'amélioration des moyens de diffusion des résultats de recherche. Au sujet de ce dernier aspect, moyen de diffusion, qui intéresse de près l'activité de l'AIEQ, il s'agit notamment d'éviter un appauvrissement de la communication scientifique ou culturelle qui se réduirait à des slogans, des podcasts trop simplificateurs, et on risquerait alors de voir évoluer un réseau de diplomatie et d'échanges culturels comme celui de l'AIEQ vers une agence de branding mi-scientifique, mi-propagandiste, voire publicitaire, qui négligerait de plus certains partenaires moins bien dotés que d'autres et introduirait des inégalités dans le réseau. Spécialiste de ces questions, le professeur Vincent Larivière dénonce régulièrement les nouvelles barrières numériques et financières qui se dressent sur la route d'un open access généralisé, qu'Alexandra Ferraro a aussi signalé, et qui est nécessaire à la recherche, ce qui
devrait permettre de mettre à disposition de tous les résultats de l'avancement des sciences humaines, qui plus est, quelles que soient les circonstances. Vincent Larivière le rappelait encore récemment dans ce cahier de l'ACFAS, consacré à la réflexion sur le monde scientifique post-pandémie. Si une telle transparence a pu se faire pour accélérer la progression des recherches touchant à la lutte contre la Covid, pourquoi ne pas en faire la règle en toutes circonstances et dans tous les domaines scientifiques? Cette ouverture d'accès sans concession apparaît déterminante pour assurer la diffusion des études québécoises aussi large et mondiale que possible. À une époque où l'accélération du virage numérique peut laisser encore plus nettement sur le bas-côté des autoroutes de l'information des milieux de recherche provenant de pays moins bien dotés en outillage informatique de pointe et inégalement connectés. Présente en Inde, en Amérique latine et depuis peu sur le continent africain, l'AIEQ doit apporter sa pierre à réduire la fracture numérique en engageant des programmes de formation et d'échanges scientifiques susceptibles de connecter et mettre en réseau un maximum de chercheurs intéressés par les études québécoises. Les expériences de bourses de formation à distance qui ont été mises en place récemment par l'AIEQ, en particulier en partenariat avec l'AUF, vont dans ce sens et sont appelées à se multiplier. Québec et francophonie, on l'a dit, un lien qui ne signifie pas dilution, mais qui peut au contraire être bénéfique pour l'élargissement des connaissances et pratiques autour des études québécoises. Je vous ai parlé de ce certificat d'études avancées en études francophones que notre centre suisse a mis en place avec une institution de formation qui est l'équivalent suisse de la TELUC et qui permet à des boursiers du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne soutenu par un partenariat AIEQ-AUF, de bénéficier d'enseignements qui intègrent des thématiques québécoises, à l'image des interventions de Paul Bleton, Daniel Chartier, Anne Trépanier notamment, dans ce certificat à distance et dans leurs spécialités respectives. Espoir à terme est de voir le réseau des études québécoises bénéficier davantage de l'apport culturel de ces chercheurs qui prennent ainsi goût au Québec et aux études francophones et qui sont plus aisément connectés à notre réseau grâce à cette amorce numérique. Pour conclure sur ce point, j'aimerais, et je rejoins, je pense, en ayant entendu les diverses interventions précédentes, j'aimerais souligner qu'au-delà du numérique et de ses potentialités de connexion infinies, mais parfois inégales ou sélectives, le besoin de connaissances réelles et d'échanges présentiels demeure entier pour les primates socio-académiques que nous sommes toutes et tous. Et à titre d'exemple, le monde des revues, véhicule privilégié de la sociabilité intellectuelle, du débat scientifique, de la promotion des recherches de pointe, se doit de demeurer dynamique et accessible à tout un chacun au temps du numérique, assurant le maintien de la réalité vivante d'une sociabilité en revue qui est toujours unique. Dans le champ de la promotion des études québécoises à l'étranger, on ne peut que souhaiter la poursuite des activités courantes de la revue Globe, magnifique réalisation au service de la promotion internationale et interdisciplinaire des études québécoises depuis sa création en 1998, dont le rythme s'est, semble-t-il, ralenti ces dernières années. La pandémie n'y est peut-être pas étrangère et il faut espérer que les nouvelles habitudes du monde scientifique, prioritairement numérique et dématérialisé, n'ait pas comme corollaire la progressive réduction, disparition de ces moyens de communication traditionnels que sont les revues. Celles-ci, pour survivre, doivent certainement se redéfinir dans leurs valeurs et leur format, ce que l'on souhaite à la revue Globe, appelée à redynamiser ces réseaux, notamment aux côtés de l'AIEQ. De même, si mettre autant que possible de la présence dans les études à distance apparaît comme un moindre mal, dans le contexte de nécessité que nous sommes en train de traverser, il reste que pour les jeunes chercheurs, et on l'a dit déjà, ceux qui sont attirés par les études québécoises en Europe comme ailleurs, le premier pas, celui de la découverte des études québécoises, demeure souvent celui effectué lors d'un séjour de moyenne ou longue durée dans la belle province. Avant comme après le virage numérique, l'un des enseignements forts de la migration étudiante en francophonie, qui avait fait l'objet pour la période d'après Seconde Guerre mondiale d'un colloque que nous avions organisé en 2015 à Fribourg,
Eh bien, c'est d'ancrer de manière durable cette expérience de vie et de sociabilité, gage de perpétuation d'intérêt pour la recherche sur le Québec. C'est dans ce sens que, selon les objectifs réitérés de l'AIEQ, le monde post-pandémie doit demeurer ouvert aux bourses de formation et séjours que nous organisons, qui sont organisés au bénéfice de la relève extérieure. C'est ainsi que cette dernière produira à terme des recherches novatrices, car stimulées par des regards décentrés dans le champ très travaillé des études québécoises. Et j'en viens à mon dernier point, celui justement des études québécoises, de nouveaux récits québécois comme valeur d'échange, point d'interrogation. Quel type d'études québécoises est en effet à promouvoir prioritairement à l'étranger? Micheline Cambron s'interrogeait dans son essai fondateur de 1989 sur quel récit, quelle histoire nous racontons-nous. Elle souligne également que tout récit collectif admis par une société est à la fois un processus évolutif marqué par l'histoire et qu'il est aussi influencé par son image projetée à l'extérieur qui peut le transformer en retour. La diffusion des études québécoises à l'étranger, leur vie propre, sous l'impulsion et le regard particulier des milieux de recherche extérieurs au Québec, tous ces échanges culturels et scientifiques contribuent d'autant plus à faire évoluer le récit et le discours culturel sur le Québec, qu'ils sont structurés depuis un quart de siècle sous l'égide de l'AIEQ et qu'ils peuvent circuler au travers d'un réseau de connaissances dopé par sa double nature virtuelle et réelle. Alors, avant de proposer quelques grands traits propres à caractériser l'évolution des études québécoises contemporaines et sans toutes les mentionner, mais de donner aussi quelques pistes telles que celles que vous avez déjà entendues, il faut rappeler combien ces vecteurs de diffusion se sont transformés depuis leur apparition. La carte interactive présentée tout à l'heure le confirme bien. Il y a aujourd'hui une sorte de rupture, de double lien originel entre études québécoises et centres d'études canadiennes orientés prioritairement vers le champ littéraire, tel qu'il s'était noué à la fin des années 50, lors de la fondation des premiers pôles de recherche en littérature canadienne-française, puis le développement des centres à l'étranger au fil des années 60. On y est bien éloigné aujourd'hui de la canadianisation des sciences sociales, intervenue en réaction au risque d'états-unisation de l'enseignement universitaire, mise en évidence par l'article de Fernand Harvey dans la revue Globe. Ce cordon ombilical, une fois distendu, la diplomatie culturelle québécoise a pris son envol, voici un quart de siècle, portée par les valeurs d'indépendance de la recherche, de primauté de l'excellence scientifique et de mise en valeur extérieure d'une création culturelle, au sens large, reconnue sur son territoire. L'AIEQ a joué depuis sa création un rôle décisif dans la vitalité de ce processus, orienté au fil des ans vers la mise en valeur de projets de plus en plus intégrateurs et interdisciplinaires au service de la découverte de la société québécoise, de l'enseignement comme de l'apprentissage de ses composantes fondamentales. À l'heure du numérique, il apparaît aujourd'hui indispensable que l'AIEQ puisse disposer de moyens accrus en matière de communication et de diffusion de ses activités de par le monde. Coordonner en l'anticipant suffisamment une tournée d'auteurs québécois, prévoir l'enregistrement et la rediffusion en ligne pour un public élargi et mondialisé d'une activité scientifique programmée par un seul centre d'études québécoises, cela nécessite l'engagement de nouvelles forces disposant d'une bonne maîtrise des outils numériques. Encore faut-il que ces forces soient motivées par le partage de valeurs communes et d'un récit culturel québécois consciemment réfléchi et défini. Ce récit fondamental, tissé par les rapports entre le culturel et le social, prend aujourd'hui des accents différents de ceux qui l'ont constitué à l'époque de la Révolution tranquille. Tout en continuant à représenter un socle fondamental pour l'identité et la société québécoise contemporaine, ce n'est pas Martin Paquet ici présent ni Stéphane Savard qui me contrediront, ce récit et ses valeurs sont aujourd'hui réinterprétées et diffusées à l'extérieur du Québec sous l'influence de nouvelles priorités et préoccupations. La mise en évidence
presque messianique d'un modèle culturel et social dynamique, aimanté par la quête d'une indépendance inscrite comme principal horizon d'attente, s'est peu à peu substitué l'analyse critique d'une société à la fois distincte et ordinaire dans ses rapports au monde extérieur. À titre d'exemple, aux réinterprétations fondamentales du passé européen qu'entraîne l'essor des études postcoloniales, fait écho l'attention primordiale accordée à la place des peuples autochtones dans l'histoire et l'actualité des sociétés canadiennes et québécoises. Aux récits acquis à la cause des progrès technologiques qui ont construit l'essor d'un Québec hydroélectrique en marche vers une modernité gage d'indépendance, tout au moins énergétique, font aujourd'hui place les mises en évidence des impacts environnementaux sur le territoire et les populations locales provoqués par de tels choix de société, qu'il s'agisse du bassin du Saint-Laurent ou de l'exploitation des forêts boréales. Ainsi, dans ses réflexions de fond sur les identités et appartenances nationales, le philosophe Alfred Grosser soulignait combien il est important pour l'avenir d'une nation que le point de vue critique sur l'histoire de celle-ci puisse être compris et assumé par tous les membres de la société civile. Le milieu de la recherche québécois, on l'a vu, a déjà fait de très grands pas et un long chemin dans cette direction. Et ces nouveaux questionnements critiques apparaissent bienvenus en ce qu'ils permettent et permettront peut-être de réorienter le récit culturel québécois, modifiant quelque peu ses contours, sa perception pour celles et ceux qui l'observent et l'étudient hors de ses frontières. Les études québécoises ont ainsi depuis quelques années déplacé ou multiplié leur centre de gravité, qu'il s'agisse des extensions vers la nordicité, hivernité, loin des seuls rivages du bassin laurentien, ou des focalisations vers l'étude socio-culturelle des villes, modelées par les phénomènes migratoires, à l'image d'un Montréal dont le riche patrimoine littéraire, artistique ou chansonnier est devenu une valeur culturelle d'exportation québécoise productive et largement discutée dans le milieu scientifique. On pourrait multiplier les exemples de ces glissements de récits en soulignant aussi l'intérêt croissant pour les écritures migrantes, féminines et autochtones dans la littérature québécoise diffusée à l'étranger, ainsi que les approches sociales et sociolinguistiques du champ littéraire québécois, volontiers replacées dans son environnement francophone plus large. La nomenclature des titres parus dans la collection programmatique du CRILC Nouvelles études québécoises, qui se veut pionnière dans le déplacement des frontières disciplinaires et le renouveau épistémologique, en est une belle illustration, comme la table des matières de l'ouvrage récent Je me souviens, j'imagine, qui revisite les lieux de mémoire collective québécois. Enfin, relevons que ce glissement s'accompagne d'une extension du champ culturel classique vers l'analyse de phénomènes de la culture de masse à fort impact social, des récits culturels admis par l'ensemble de la société et largement diffusables via l'oralité. Je pense à la chanson, je pense au spectacle vivant ou au sport, objets contemporains de la culture, ici au Québec, qui contribuent à renouveler l'intérêt de la recherche internationale pour la société québécoise. Un tel brassage de valeurs, de pratiques, de création et de recherche à propos du Québec ne signifie nullement une perte de sens ou une dilution pour la promotion des études québécoises à l'étranger, bien au contraire. Orienté par une conception de la diplomatie culturelle fondée sur les valeurs d'échange, d'indépendance de la recherche et d'esprit critique, l'internationalisation des études québécoises a un avenir prometteur devant elle, pour autant que celles et ceux qui la font vivre, autorités politiques, administratrices et médiateurs culturels, chercheuses et chercheurs, artistes, étudiants, se retrouvent dans cette communauté de souffrances, d'intérêts, de besoins, d'aspirations qui peut les réunir sur la terre comme sur la toile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.